La radio grésille d'une panique contenue. Nous sommes hors de combat. 3 chirurgicaux urgents, 2 de routine. Impossible de bouger sans subir de pertes. L'ennemi a ajusté ses tirs sur chacune de nos positions. Le capitaine de corvette Jack Morrison s'aplatit derrière un mur de boue qui se désintègre sous le feu soutenu d'une mitrailleuse PKM. Son équipe s'y est clouée dans ce complexe afghan depuis 40 minutes. Les munitions atteignent un seuil critique, les pertes s'accumulent et l'ennemi continue de déverser de nouveaux combattants comme s'il disposait d'une réserve inépuisable. La force de réaction rapide, QRF, ne peut pas les atteindre. Les positions ennemies contrôlent chaque approche. Le soutien aérien est à 20 minutes. Ils n'ont pas 20 minutes. Le sniper en couverture sur la crête a cessé de répondre il y a 10 minutes. Statut inconnu. Probablement mort. Ils sont à court d'options et à court de temps. C'est alors que Morrison entend quelque chose qui ne cadre pas avec le chaos ambiant. Une signature d'armes différente. Pas le claquement sec des AK-47 ni le martèlement des mitrailleuses. C'est rythmé, mesuré, délibéré. Un fusil de précision semi-automatique tirant avec une cadence contrôlée depuis un point élevé et distant. Et à chaque détonation, une position ennemie tombe dans le silence. Le cil à côté de Morrison, le maître-chaîne, risque un coup d'œil par-dessus le mur en ruine. Chef, le nid de mitrailleuse sur la crête vient de s'éteindre. L'équipe RPG sur le toit aussi. Et ce sniper qui nous pilonnait depuis la tour, il a juste disparu. Morrison ne comprend pas ce qui se passe, mais il reconnaît une opportunité quand il en entend une. À tous les éléments, préparez-vous à bouger à mon commandement. Quelqu'un vient de nous ouvrir une fenêtre. Avant de révéler qui élimine une force ennemie entière avec une précision si parfaite qu'elle semble impossible, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez cette vidéo et abonnez-vous. Car ce qui a suivi n'était pas seulement du tir de précision. C'était une démonstration magistrale de la façon dont un seul tireur, avec la bonne arme et une détermination absolue, peut changer l'issue d'une bataille que tout le monde pensait déjà perdue. Le staff sergent Monica Blake observait la situation de l'équipe SEAL se détériorer depuis 37 minutes depuis sa position à 800 mètres de là, sur la ligne de crête opposée. Elle les avait vus tomber dans l'embuscade en traversant le complexe, les avait vus subir des pertes en essayant d'établir des positions défensives, avait compté les combattants ennemis affluents dans la zone comme de l'eau trouvant des fissures. Sa mission initiale était simple, assurer la couverture, Overwatch, pour l'élément SEAL menant un raid sur une cible de haute valeur dans la vallée en contrebas. Elle était censée observer, signaler les menaces, peut-être effectuer quelques tirs de précision si c'était absolument nécessaire. Un rôle de soutien standard pour un sniper attaché à une opération SEAL. Mais il y a 30 minutes, son observateur, le caporal Davis, a pris une balle dans l'épaule tirée par un sniper ennemi qui avait repéré leur cache. Davis était stable, mais hors de combat, l'hémorragie contrôlée, mais incapable de poursuivre la mission. Le médecin de l'équipe était avec les SEALS qui se faisaient déchiqueter dans le complexe et l'ennemi détruisait systématiquement l'équipe de Morrison. Monica avait pris une décision qui allait soit sauver des vies, soit la conduire en cour martiale. Elle allait prendre chaque tir possible, sans se soucier de la doctrine, sans se soucier de la conservation des munitions, sans se soucier du fait qu'engager autant de cibles compromettrait définitivement sa position. Son arme était un fusil de précision semi-automatique SR-25 chambré en 7,62x51 même autant, et non le fusil de précision à verrou longue portée que portent la plupart des snipers. Le SR-25 échangeait un peu de précision à distance extrême contre la capacité de tirer rapidement pour engager plusieurs cibles sans avoir à actionner un verrou entre les tirs afin de maintenir la pression sur une force ennemie. À 800 mètres, c'était largement dans la portée effective de l'arme. Et Monica Blake était très douée pour placer ses balles exactement là où elle le voulait. Elle avait déjà identifié 32 positions ennemies à travers sa lunette. Des nids de mitrailleuses, des cages de snipers, des équipes RPG, des équipes de mortiers et des positions de combat, d'où les combattants ennemis déversaient le feu sur les SEALS piégés. 32 cibles, 32 problèmes qui nécessitaient une solution immédiate. La plupart des snipers choisiraient les cibles de plus haute valeur, les chefs, les armes lourdes, les menaces directes, et les engageraient méthodiquement, en économisant leurs munitions et en maintenant leur camouflage. Monica s'apprêtait à faire quelque chose de différent. Elle allait traiter chaque cible qu'elle pourrait acquérir aussi vite qu'elle pourrait tirer avec précision. Et elle allait continuer à tirer jusqu'à ce que l'ennemi soit détruit ou qu'elle n'ait plus de munitions. Elle vérifia son stock de munitions. 8 chargeurs de 20 coups, 160 cartouches au total. Contre plus de 30 combattants ennemis, les calculs n'étaient pas encourageants,
Mais les mathématiques n'avaient jamais été particulièrement douées pour comptabiliser le talent, la détermination et le refus absolu de regarder de bons hommes mourir quand elles pouvaient faire quelque chose. Monica s'installa derrière son fusil, contrôla sa respiration et commença le travail de violence systématique. La première cible était un mitrailleur PKM sur la crête à 780 mètres. Il maintenait un feu nourri sur la position des SOLS, les gardant cloués au sol, empêchant tout mouvement. À travers sa lunette, Monica pouvait voir les douilles en laiton s'éjecter en un flux constant alors qu'il arrosait le complexe. Elle plaça son réticule sur le centre de masse, compensant la légère brise poussant de droite à gauche, calcula la contre-visée pour la distance et pressa la détente. Le SR-25 aboya une fois. À travers la lunette, elle vit le mitrailleur être projeté en arrière. Son arme se taisant, le feu soutenu qui martelait la position de Morrison soudainement disparut. Elle n'attendit pas pour confirmer l'élimination. Elle passait déjà à la cible 2, un tireur RPG sur un toit à 820 mètres au nord-est, se préparant à tirer une autre roquette dans le complexe. Pression sur la détente, l'action semi-automatique cycla en douceur, le fusil se replaçant sur la cible presque immédiatement. Le tireur RPG laissa tomber son lance-roquette qui cliqueta sur le toit, le counon partit. Cible 3, un sniper dans une fenêtre à 765 mètres, partiellement dissimulé. Elle ne pouvait voir que le canon de son fusil et une partie de sa tête. Tir difficile, mais gérable. Elle tira. Le sniper ennemi disparut de la fenêtre, son fusil tombant en vue, ne visant plus les SOALS piégés. La voix de Morrison grésilla sur la radio. La confusion était évidente. Élément ami inconnu. Si vous engagez des positions ennemies, veuillez vous identifier. Monica ne répondit pas. Elle était trop occupée à acquérir la cible 4, une équipe de mortiers s'installant à 850 mètres, positionnant leurs tubes pour faire pleuvoir des obus explosifs directement dans le complexe. Elle engagea le tireur en premier, puis l'assistant tireur qui tentait de prendre le relais. 2 tirs, à 2 secondes d'intervalle, et le mortier n'était plus une menace. Maintenant, l'ennemi commençait à réagir. Ils avaient compris qu'ils essuyaient des tirs venant de quelque part, mais n'avaient pas encore localisé sa position. Les combattants se mettaient à couvert, devenant des cibles plus difficiles, mais réduisant aussi leur efficacité contre les SOLS. Monica exploita leur confusion pendant qu'ils la cherchaient. Elle élimina systématiquement leur position d'armes lourdes. Un autre nid de mitrailleuses, 2 tireurs, 3 balles au total, y compris un tir de suivi. Une équipe RPG se déplaçant vers une meilleure position de tir, prise à découvert. 3 cibles, 5 balles pour s'assurer que les 3 étaient à terre. Son fusil commençait à chauffer à cause de la cadence de tir soutenu. Le SR-25 était conçu pour ce genre de travail, mais elle le poussait à bout, tirant plus vite que ne l'exigeait la doctrine normale, mais la doctrine normale ne prenait pas en compte le fait de voir toute une équipe cible sur le point d'être submergée. Elle avait tiré 32 balles en 4 minutes. 16 combattants ennemis n'étaient plus efficaces au combat. La pression sur l'équipe de Morrison diminuait à chaque tir, et elle pouvait les voir commencer à se regrouper pour déplacer les blessés vers une meilleure couverture afin de préparer l'exfiltration. Mais l'ennemi n'avait pas fini. Un nouvel élément se mettait en position. 8 combattants avec ce qui semblait être un meilleur entraînement, de meilleures armes, un meilleur mouvement tactique. Ils contournaient vers le complexe par le nord, utilisant des itinéraires couverts, se déplaçant par bons coordonnées, et ils avaient compris la direction générale d'où venaient les tirs de précision. Plusieurs d'entre eux se détachèrent, commençant à grimper vers la ligne de crête de Monica. Fusil d'assaut prêt. Elle avait un choix. Se concentrer sur la menace immédiate pour les SALS ou s'occuper des combattants se rapprochant de sa position. Elle choisit les SALS. Ils avaient des blessés. Ils ne pouvaient pas bouger. Elle était mobile et pouvait se repositionner si nécessaire. Monica engagea l'élément de flanc avec une précision rapide. Le combattant de tête tomba à 790 mètres. Son partenaire plongea pour se mettre à couvert, mais elle l'attrapa en plein mouvement. Le troisième combattant réussit à se mettre derrière un rocher, mais quand il s'exposa pour riposter, elle l'attendait, son réticule déjà positionné. Le SR-25 fonctionnait parfaitement malgré la chaleur et les tirs soutenus. Les douilles en laiton s'empilaient autour de sa position, chacune représentant un combattant ennemi qui ne menaçait plus les hommes piégés en bas. Mais les munitions devenaient critiques. Elle avait brûlé 5 chargeurs, 100 cartouches. Il lui restait 3 chargeurs, 60 cartouches, et il y avait encore au moins 10 à 12 combattants ennemis engageant activement les SALS, plus le nombre inconnu grimpant vers sa position. Monica prit une autre décision tactique. Elle ne pouvait pas économiser chaque balle.
Elle devait continuer à tirer tant qu'il y avait des cibles menaçant l'équipe de Morrison. Elle rechargea avec fluidité, la mémoire musculaire prenant le relais, et reprit le tir. Un combattant essayant de manœuvrer plus près du complexe, à terre. Un autre mitrailleur s'installant dans une nouvelle position, éliminé avant qu'il ne puisse tirer une rafale. Un officier ennemi essayant de coordonner l'assaut depuis derrière un abri découvrit que l'abri était inadéquat lorsque la balle de 7,62 mm de Monica transperça la brique de bout derrière laquelle il se cachait. L'assaut ennemi s'effondrait. Non pas parce qu'ils étaient des lâches. C'étaient des combattants expérimentés qui gagnaient la bataille 5 minutes plus tôt. Mais ils ne pouvaient pas combattre ce qu'ils ne pouvaient pas voir, ne pouvaient pas supprimer une menace qu'ils ne pouvaient pas localiser, ne pouvaient pas avancer quand leurs chefs et leurs armes lourdes continuaient de disparaître sous des tirs de précision venant de 800 mètres. L'équipe de Morrison exploita ce répit. Les SALS commencèrent à riposter de manière organisée, ne se contentant plus de défendre, mais éliminant activement les menaces. Leur entraînement et leur équipement étaient supérieurs. Ils avaient juste besoin de l'opportunité de les utiliser. Monica leur donnait cette opportunité, une pression de détente à la fois. Puis les combattants ennemis grimpant vers sa position ouvrirent le feu. Les balles claquèrent au-dessus de la tête de Monica, impactant les rochers autour de sa position. Ils s'étaient rapprochés, peut-être à 300 mètres en contrebas de sa crête, et ils tiraient avec la désespérance de combattants qui savaient qu'ils perdaient et avaient besoin de tuer le sniper qui détruisait leur embuscade. Elle devait bouger. Cette position était compromise. Mais elle avait aussi des lignes de tir claires sur les combattants montant la colline et les SALS avaient toujours besoin de son tir de couverture. Monica a pris une décision qui privilégiait la mission sur sa sécurité personnelle. Elle resterait dans cette position et continuerait à tirer jusqu'à ce que l'ennemi soit vaincu ou qu'elle soit forcée de se déplacer par un assaut direct. Elle fit la transition vers les menaces les plus proches, les combattants grimpant vers elle. À 300 mètres, le SR-25 était d'une précision dévastatrice. Elle en abattit 3 en succession rapide. Sa cadence de tir semi-automatique submergeant leur capacité à trouver un abri assez vite. Les 5 restants se dispersèrent, essayant de flanquer sa position sous plusieurs angles. Tactique intelligente, mais ils opéraient sur un terrain qu'elle avait étudié pendant des heures en installant sa cache. Elle connaissait chaque rocher, chaque pli du terrain, chaque voie d'approche. Elle en attrapa en essayant d'utiliser un ravin pour se dissimuler. Il avait oublié qu'à 800 mètres de là, elle avait une position élevée et pouvait voir dans son itinéraire couvert. Un autre essaya de se précipiter de rocher en rocher, mais le timing de tir de Monica le cueillit en plein bond. Sa culasse se bloqua en arrière. Chargeur vide. Elle l'éjecta, en inséra un frais, relâcha la culasse et fut de retour dans le combat en moins de 3 secondes. 2 chargeurs restants. 40 cartouches. Les calculs devenaient de plus en plus serrés. En bas dans le complexe, l'équipe de Morrison se préparait à bouger. Elle pouvait les voir organiser l'évacuation des blessés, établir la sécurité, se préparer à rompre le contact maintenant que la pression ennemie avait diminué. Mais il y avait encore des combattants ennemis en position, encore des menaces qui pourraient déchiqueter les SALS pendant le retrait. Monica identifia 5 positions qui avaient des champs de tir dégagés sur la seule voie de sortie du complexe. Elle les engagea systématiquement. La distance était longue pour du tir rapide, entre 800 et 900 mètres. Mais elle réussissait ses tirs depuis 20 minutes. Ses compensations étaient automatiques maintenant, son contrôle de la détente parfait, sa respiration synchronisée avec la pose naturelle du fusil. 5 positions, 7 combattants ennemis au total. Elle les eut tous en moins de 90 secondes, brûlant de précieuses munitions, mais dégageant la voie pour l'équipe de Morrison. Sniper ami inconnu. La voix de Morrison revint dans sa radio. Nous nous déplaçons vers le point d'extraction Alpha. La résistance ennemie s'est effondrée. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous venez de nous sauver la mise. Merci. Monica s'autorisa une profonde inspiration. Le premier moment de tension réduit en 30 minutes. Les RLS bougeaient. Ils seraient sortis dans 5 minutes. La mission réussissait malgré l'embuscade. C'est alors qu'elle entendit le son distinctif d'un tir de RPG venant de quelque part derrière sa ligne de crête. L'ennemi était devenu malin. Pendant qu'elle était concentrée sur la vallée et les combattants grimpant vers sa position, un autre élément avait contourné, pris de la hauteur au-dessus d'elle, et maintenant il l'avait à leur merci. La grenade propulsée par fusée fonçait vers sa position. Elle avait peut-être une seconde pour réagir. Monica se jeta sur le côté, abandonnant sa cache soigneusement construite, se ruant derrière un plus gros rocher alors que le RPG impactait exactement là où elle était couchée 3 secondes plus tôt.
L'explosion la doucha d'éclats de roche et d'une force de concussion qui fit siffler ses oreilles et brouilla sa vision. Elle atterrit durement, le fusil serré contre sa poitrine, et roula immédiatement pour évaluer la menace. 3 combattants descendaient de la crête au-dessus d'elle. Ils avaient complètement contourné, pris le terrain élevé, et maintenant, ils avaient l'avantage tactique. Mais ils avaient commis une erreur. Ils avaient supposé que le RPG l'avait tué. Monica surgit de derrière le rocher avec son SR-25 déjà à l'épaule. À 50 mètres, le fusil semi-automatique était une arme de combat rapprochée dévastatrice. Elle engagea les 3 combattants en moins de 4 secondes. Du tir à courte portée où la précision importait moins que la vitesse et l'agressivité. Les 3 tombèrent. Le plus proche levait son AK-47 quand la balle de Monica le toucha à la poitrine. Ses compagnons ne tirèrent jamais un coup. Son chargeur était vide à nouveau. Dernier chargeur, 20 cartouches, et elle pouvait entendre d'autres voix. L'ennemi n'avait pas fini. Il la traquait toujours, et sa position était totalement compromise. Monica a pris la décision la plus difficile de l'engagement. Elle devait se déplacer immédiatement ou risquer d'être submergée. Les SEALS étaient dégagés. Ils se dirigeaient vers l'extraction. Sa mission de les protéger était essentiellement terminée. Elle pouvait se retirer, échapper aux combattants ennemis restants et survivre. Mais alors qu'elle commençait à bouger, sa radio grésilla à nouveau. Pas Morrison cette fois. Une voix différente, plus jeune, stressée. À toutes les stations, ici Rescue 61. Nous arrivons pour extraire l'équipe de Morrison, mais nous essuyons un feu nourri depuis les positions ennemies sur la crête. Plusieurs RPG, au moins 2 mitrailleuses. Nous ne pouvons pas atterrir sous ce feu. L'équipe de Morrison a des blessés critiques qui ne survivront pas au délai. Nous avons besoin d'un tir de soutien immédiat sur ces positions ou nous annulons. Monica regarda vers la vallée. Elle pouvait voir l'hélicoptère approcher par le sud. Elle pouvait voir les lueurs de bouche des positions ennemies qu'elle n'avait pas encore engagées. Des combattants qui étaient restés hors de la bataille du complexe, mais qui ciblaient maintenant l'oiseau d'extraction. Elle pouvait voir l'équipe de Morrison à découvert, les hommes blessés étant portés, complètement exposés si l'hélicoptère ne pouvait pas atterrir. 20 cartouches restantes. Un nombre inconnu de combattants ennemis ciblant l'hélicoptère. Sa position compromise et l'ennemi se rapprochant de sa localisation. La décision tactique était claire. Se retirer, se sauver elle-même. L'équipe de Morrison devrait trouver une autre méthode d'extraction. Monica Blake n'avait jamais été particulièrement douée pour suivre les décisions tactiques quand elles impliquaient d'abandonner des gens qui avaient besoin d'elle. Elle trouva une nouvelle position de tir avec une vue dégagée sur la vallée, inséra son dernier chargeur et commença à engager les positions antiaériennes. La première cible était une équipe RPG suivant l'hélicoptère. La balle de Monica toucha le tireur alors qu'il visait. La roquette partit follement dans le ciel vide alors qu'il tombait. Deuxième cible, une position de mitrailleuse PKM, déversant des traceurs vers l'oiseau en approche. Elle mit 3 balles dans la position. Le tireur, l'assistant tireur et le porteur de munitions qui essayaient de reprendre l'arme. La voix du pilote de l'hélicoptère. Reçu tir de soutien efficace. Position ennemie supprimée. Nous y allons. Monica continuait de tirer. Une autre équipe RPG éliminée. Un groupe de combattants essayant de manœuvrer pour un meilleur angle sur l'hélicoptère. Elle les attrapa à découvert, en abattant 2 et forçant les autres à se mettre à couvert. La culasse de son fusil se bloqua en arrière. Vide. 20 coups tirés en moins de 60 secondes. 0 munitions restantes. Elle était à court de munitions et les combattants ennemis se rapprochaient de sa position de plusieurs directions. Elle pouvait entendre leur voix assez près pour que la langue n'importe pas. Le ton lui disait tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Il la chassait et il était proche. Monica abandonna son SR-25, trop lourd à porter dans un scénario d'évasion, et sortit son arme de poing. Un Glock 19 avec 3 chargeurs, 45 cartouches au total, contre un nombre inconnu de combattants ennemis. Pas de super probabilité, mais elle avait travaillé avec pire. Elle se déplaça bas et vite, utilisant le terrain et les rochers pour se dissimuler, se dirigeant vers un point d'extraction alternatif qu'elle avait identifié lors de sa reconnaissance initiale. L'hélicoptère atterrissait dans la vallée. Elle pouvait l'entendre au-dessus de la fusillade, ce qui signifiait que l'équipe de Morrison se dégageait. Son travail était fait. Maintenant, elle devait juste survivre. Le premier combattant ennemi contourna un affleurement rocheux à 20 mètres devant. Le Glock de Monica aboya 2 fois, une paire contrôlée au centre de masse, et il tomba avant de pouvoir braquer son AK.
Ses partenaires entendirent les coups de feu et commencèrent à converger. Monica continuait de bouger, tirant quand elle le devait, s'évadant quand elle le pouvait, utilisant chaque parcelle de couverture offerte par le terrain. Elle pouvait entendre l'hélicoptère décoller. L'équipe de Morrison était claire. Le soulagement se mêlait à la décharge d'adrénaline d'être chassé en terrain hostile. 2 autres combattants apparurent sur la crête au-dessus d'elle. Monica engagea depuis derrière un abri, ses tirs de pistolet les forçant à reculer, mais n'éliminant pas la menace. Il savait où elle était maintenant et il se coordonnait. Sa radio grésilla. La voix de Morrison. Sniper inconnu. Si vous êtes toujours en vie, nous avons extrait avec succès. Tous les blessés sont comptabilisés. Où êtes-vous? On peut ramener l'oiseau pour vous. Monica activa la radio tout en bougeant. Négatif. La zone d'atterrissage est trop chaude. Je m'évade vers le point d'extraction alternative Bravo. J'appellerai quand ce sera dégagé. Roger. En attente. Et qui que vous soyez, vous venez de tuer au moins 20 combattants ennemis et de sauver Yites ALS. On vous doit une fière chandelle. 23? En fait, Monica avait compté. Elle atteignit une position où la crête tombait abruptement dans un wadi, un lit de rivière asséché qui lui donnerait un mouvement dissimulé loin de la concentration ennemie. C'était un risque calculé. Descendre dans le wadi signifiait limiter sa visibilité, mais cela signifiait aussi que l'ennemi aurait du mal à la suivre. Elle glissa le long de la pente rocheuse, contrôlant sa descente, les roches dérapant sous ses bottes. Derrière elle, elle pouvait entendre les combattants ennemis crier, coordonnant leurs recherches. Au fond du wadi, Monica se déplaçait vite, arme levée, scannant les menaces. Le lit de rivière asséché serpentait à travers le terrain sur près d'1 kilomètre avant de s'ouvrir dans une zone où l'extraction par hélicoptère était faisable. Elle avait couvert peut-être 300 mètres quand des silhouettes apparurent devant. 3 combattants qui avaient anticipé sa route et tendu une embuscade. Ils ouvrirent le feu simultanément. Les balles claquèrent près de la tête de Monica alors qu'elle plongeait pour se mettre à couvert derrière un rocher, ripostant tout en bougeant. Son premier tir toucha un combattant à la jambe, le faisant pivoter. Ses 2e et 3e tirs en attrapèrent un autre à la poitrine. Le 3e combattant avait une bonne couverture et tirait avec une précision disciplinée. Les balles impactaient autour de la position de Monica, des éclats de roches piquant son visage. Le claquement lourd du feu d'Aka résonnait à travers le wadi étroit. Elle était clouée au sol. Munitions limitées. Ennemis derrière elle se rapprochant. Ennemis devant, la piégeant entre eux. Monica vérifia son pistolet. Un chargeur dans l'arme. 2 de rechange restants. Peut-être 30 cartouches au total. Pas assez pour un échange de tirs soutenus contre de multiples adversaires. Elle activa sa radio. Morrison. Je suis cloué dans le wadi, 500 mètres au nord du complexe. Hostiles multiples, munitions critiques. J'ai besoin d'un tir de soutien ou d'une extraction. De préférence les 2. La réponse de Morrison fut immédiate. Roger. On fait faire demi-tour à l'oiseau. Un hélicoptère de combat Apache est à 60 secondes. Pouvez-vous marquer votre position? Monica sortit un stroboscope IR de son gilet, une balise infrarouge invisible à l'œil nu, mais claire comme le jour à travers la vision nocturne ou les capteurs d'aéronefs. Elle l'activa et le plaça sur un rocher, derrière sa position. Stroboscope actif. L'ennemi est au nord de ma position, environ 50 mètres. L'Apache a visuel sur votre stroboscope. Ils engagent. L'hélicoptère d'attaque AH-64 Apache arriva bas et vite, son canon mitrailleur de 30 mm tournant déjà. Le pilote avait identifié les combattants ennemis grâce à l'imagerie thermique et au capteur d'armes, et il apportait une puissance de feu écrasante pour résoudre le problème de Monica. Le canon mitrailleur éructa avec un son semblable à la scie circulaire la plus en colère du monde. Des obus explosifs déchirèrent le wadi devant la position de Monica, déchiquetant la roche où les combattants ennemis s'étaient positionnés. L'effet fut immédiat et dévastateur. Le feu ennemi s'arrêta brusquement, remplacé par l'écho des canons de l'Apache et le bruit des débris pleuvant au sol. Cible détruite, rapporta le pilote de l'Apache. Vous êtes clair pour bouger au nord. L'oiseau d'extraction est en approche. 30 secondes. Monica ne perdit pas de temps. Elle sprinta à travers le wadi, arme levée, se dirigeant vers le son des rotors en approche. Derrière elle, elle pouvait entendre l'Apache engager les combattants ennemis restants qui poursuivaient à travers la ligne de crête, lui achetant de précieuses secondes à chaque rafale de son canon. L'hélicoptère Black Hawk apparut au-dessus de la crête, descendant déjà dans le wadi malgré le terrain difficile et le dégagement limité.
Les pilotes poussaient les capacités de l'appareil pour arriver jusqu'à elle. Elle atteignit le point d'extraction juste au moment où les roues touchaient le sol. Le chef d'équipage était penché à la porte, arme prête, assurant la sécurité. Morrison lui-même était là, se penchant pour la tirer à bord alors même que l'hélicoptère décollait. « Go! Go! Go !» hurla le pilote, tirant sur le collectif et augmentant la puissance. Le Blackout griffa l'air pour prendre de l'altitude, s'élevant hors du Wadi tandis que l'Apache continuait de supprimer les positions ennemies. Monica s'effondra sur le plancher, respirant fort, l'adrénaline la rattrapant enfin. Morrison la fixait avec une expression quelque part entre l'incrédulité et un profond respect. « Tu es le tireur d'élite? Tu as éliminé plus de 20 combattants ennemis toute seule ?» Monica réussit un sourire fatigué. 23 confirmés. Peut-être quelques-uns de plus que je n'ai pas vérifiés. Et j'ai eu de l'aide. Elle fit un geste vers le caporal Davis qui était allongé de l'autre côté de l'hélicoptère, son épaule bandée, souriant malgré la douleur. Elle m'a repéré les 10 premiers, dit Davis, puis j'ai pris une balle et elle a dû travailler seule. Morrison secoua la tête lentement. 23 cibles à 800 mètres, fusil semi-auto sous le feu tout en protégeant toute mon équipe. Il tendit la main. Je suis Jack Morrison et j'ai besoin de savoir qui diable vous êtes. Staff Sergent Monica Blake, 2e bataillon Ranger attaché au JSOC pour les opérations de soutien sniper. Blake? Morrison testa le nom. Ouais, ce nom va dans mon rapport après action avec une forte recommandation pour la médaille qu'il donne pour avoir sauvé 8 ALS d'être submergés tout en engageant simultanément 30 combattants ennemis en solo. L'un des SEALS blessés, sa jambe enveloppée dans des bandages imbibés de sang, prit la parole de là où le médecin travaillait sur lui. C'est ce qu'on appelle une Medal of Honor, chef, pour bravoure et intrépidité remarquable au péril de sa vie, au-delà de l'appel du devoir. Monica balaya cela de la main. Je faisais juste mon travail. Vous étiez en difficulté. J'avais la position et l'arme pour aider. Des mathématiques assez simples. Des mathématiques simples. Morrison rit, mais il n'y avait pas d'humour là-dedans. Juste un respect épuisé. Vous avez engagé des cibles à des distances que la plupart des snipers ne tenteraient pas, à une cadence de tir que la plupart des snipers ne pourraient pas maintenir. Et vous l'avez fait alors que votre propre position était attaquée. Ce ne sont pas des maths. Ce n'est même pas du talent. C'est tout autre chose. L'hélicoptère vira vers la base d'opération avancée, l'Apache les escortant. La crise passée. En bas, le champ de bataille était calme. Les combattants ennemis dispersés ou morts. Le complexe abandonné. L'embuscade qui aurait dû détruire une équipe SEAL, détruite à la place par un seul tireur avec un fusil semi-automatique. Et un refus absolu d'accepter la défaite. La revue après action AAR eut lieu 3 jours plus tard dans une salle de briefing sécurisée à l'aérodrome de Bagram. Monica était assise à une table de conférence avec Morrison, son équipe, plusieurs officiers du JSOC et un colonel du commandement des opérations spéciales de l'armée qu'elle ne reconnaissait pas. La carte tactique au mur montrait la zone d'engagement avec des points rouges marquant chaque position ennemie que Monica avait engagée. 23 morts confirmés. 7 morts probables supplémentaires où les combattants ennemis avaient été touchés, mais les corps non récupérés. 30 combattants ennemis neutralisés par un seul tireur en environ 45 minutes de combat soutenu. Morrison présentait la chronologie. À 13h47, mon équipe est tombée dans une embuscade pendant notre exfiltration du complexe cible. Nous avons immédiatement subi des pertes, 3 blessés dans les 60 premières secondes. Le feu ennemi venait de positions préparées dans 3 directions. Nous étions cloués sans couverture et avec des munitions diminuant. Il cliqua sur la diapositive suivante montrant la chronologie. À 13h52, le staff sergent Blake a commencé à engager des positions ennemies depuis sa position de couverture à 800 mètres. Au cours des 30 minutes suivantes, elle a systématiquement éliminé les positions de mitrailleuses ennemies, les caches de snipers, les équipes RPG et les équipes de mortiers qui détruisaient mon équipe. Le colonel du SOCOM se pencha en avant. Staff Sergent Blake, votre rôle officiel était l'observation et le soutien de tirs de précision limitée. Qu'est-ce qui vous a décidé à engager à cette échelle? Monica rencontra son regard directement. Mon colonel, j'ai regardé l'équipe s'ils subirent des pertes et être cloués dans une position qui allait tous les faire tuer. J'avais l'arme, les munitions et la position pour changer cette situation tactique. Attendre l'approbation ou m'en tenir à mes paramètres d'engagement limités aurait signifié regarder de bons hommes mourir alors que j'avais la capacité de l'empêcher.
Donc, vous avez pris une décision de commandement pour outrepasser votre autorité et engager 30 combattants ennemis avec un système d'armes non optimisé pour cette portée ou cette cadence de tir. Oui, mon colonel. J'ai évalué que le succès de la mission et la vie de l'équipe s'il prenait la priorité sur le respect d'une doctrine qui ne tenait pas compte de la situation tactique réelle. L'expression du colonel était illisible. Et quand votre position a été compromise et que vous essuyez un tir direct, pourquoi ne vous êtes-vous pas immédiatement retiré? Parce que l'hélicoptère d'extraction essuyait des tirs de position que je n'avais pas encore engagés. L'équipe de Morrison avait des blessés critiques qui avaient besoin d'une évacuation immédiate. J'avais des munitions restantes et des tirs clairs sur les positions antiaériennes. Se retirer aurait signifié que l'hélicoptère ne pouvait pas atterrir et les blessés seraient morts. Donc même quand votre propre vie était en danger immédiat, vous avez continué à engager des cibles ennemies pour protéger l'extraction. C'est exact, mon colonel. Morrison intervint. Mon colonel, si je peux me permettre, les actions de Blake ont sauvé toute mon équipe. Elle s'est mise en danger extrême pour fournir un tir de soutien qui a transformé une embuscade catastrophique en une mission réussie. Chacun de mes hommes est en vie parce qu'elle a refusé de suivre une doctrine qui nous aurait laissé mourir. Le colonel hocha la tête lentement. Je ne critique pas, commandant. J'essaie de comprendre le processus de décision de quelqu'un qui accomplit ce que la plupart des gens considéraient comme impossible. Il se tourna vers Monica. Staff sergent, votre performance de tir a été analysée par nos spécialistes en adresse au tir. 23 morts confirmés à 800 mètres, temps d'engagement moyen de 90 secondes par cible utilisant une plateforme semi-automatique. Ils me disent que cela représente une compétence qui est dans le top 1% des snipers militaires. J'ai eu un bon entraînement, mon colonel. Vous avez eu plus qu'un bon entraînement. Votre dossier montre que vous êtes un expert distingué en tir au fusil. Vous avez terminé l'école de sniper de l'armée, le cours avancé de sniper urbain et 3 déploiements de combat. Mais ce qui n'est pas dans votre dossier, c'est où vous avez appris à tirer comme ça. Monica hésita, puis décida que la vérité était la meilleure option. Mon père était un tireur de compétition longue distance, mon colonel. J'ai grandi en tirant des compétitions de milliards. Quand j'ai rejoint l'armée, j'avais déjà des fondamentaux que la plupart des gens mettent des années à développer. L'entraînement militaire a affiné ces compétences et m'a appris à les appliquer dans des situations de combat. Et la prise de décision? La capacité de rester calme tout en engageant plusieurs cibles sous le feu alors que votre propre position est attaquée? C'est juste l'entraînement et l'expérience, mon colonel. Vous faites assez de scénarios, pratiquez assez de tirs sous stress, vous vous déployez assez de fois. Finalement, vous développez la capacité de compartimenter la peur et de vous concentrer sur le problème technique. Chaque cible était juste un problème qui devait être résolu. Je les ai résolus par ordre de priorité. La pièce resta silencieuse un moment. Puis le colonel se leva. Staff Sergent Blake, je veux vous remercier pour votre service et votre performance exceptionnelle dans des circonstances qui auraient brisé la plupart des soldats. Vos actions ont sauvé des vies américaines et détruit une force ennemie qui opérait avec succès dans cette zone depuis des mois. Il sortit un dossier de sa mallette. Je suis aussi ici pour vous offrir une opportunité. Le JSOC développe une unité spécialisée qui combine la collecte de renseignements avec des capacités d'action directe. Nous avons besoin de personnel qui peut opérer indépendamment, prendre des décisions de commandement dans des situations fluides et accomplir des missions que la doctrine conventionnelle ne couvre pas. Votre performance dans cet engagement suggère que vous êtes exactement le genre d'opérateur que nous recherchons. Monica jeta un coup d'œil à Morrison, qui regardait avec intérêt. Quel genre d'unité, mon colonel? Le genre qui n'existe pas officiellement. Le genre qui résout les problèmes que d'autres ne peuvent pas résoudre. Le genre qui a besoin de gens qui pensent comme vous. Mission d'abord, doctrine ensuite, résultat toujours. Il fit glisser le dossier sur la table. Lisez ceci quand vous aurez de l'intimité. Si vous êtes intéressé, il y a un numéro de téléphone. L'entraînement est brutal, les missions sont dangereuses et vous ne pourrez jamais parler de ce que vous faites. Mais vous travaillerez avec les meilleurs et vous ferez une différence d'une manière que les forces conventionnelles ne peuvent pas. Après le départ du colonel, Morrison s'approcha de Monica avec un grand sourire. Alors, tu es une dure à cuire secrète qui se trouve être assignée à des missions d'observation ennuyeuses. Je suis un sniper qui a été attaché aux opérations si parce que quelqu'un pensait que je pourrais contribuer. Il s'avère qu'ils avaient raison. Blake, tu n'as pas seulement contribué. Tu as sauvé toute mon équipe tout en repoussant 30 combattants ennemis toute seule.
Les gars t'appellent The Gunfighter maintenant. Ils veulent savoir quand tu seras disponible pour plus d'opérations. Monica sourit. Dis-leur que j'envisage un changement de carrière, mais j'apprécie le respect. Tu as gagné plus que du respect. Tu as gagné une place dans l'histoire de l'équipe si longtemps que sniper de l'armée qui refuse d'abandonner, peu importe la gravité des chances. Morrison tendit la main. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, et je dis bien quoi que ce soit, appelle-moi. Mon équipe te doit la vie. C'est une dette qu'on n'oublie pas. 6 mois plus tard, Monica Blake parcourait un parcours d'obstacles conçu pour briser les candidats qui n'avaient pas la bonne combinaison d'intelligence, de capacité physique et de résilience psychologique. Elle était l'une des 2 femmes dans une classe de 30 et la seule candidate qui avait été recrutée spécifiquement parce qu'elle avait accompli quelque chose que le cadre de sélection considérait comme tactiquement impossible. L'instructeur qui la regardait compléter une évolution de tir de précision sous stress fit note dans son carnet d'évaluation. Blake, compétences exceptionnelles confirmées. Recommandée pour placement avancé. La candidate a déjà prouvé qu'elle peut accomplir l'impossible quand ça compte. A juste besoin d'apprendre nos méthodologies spécifiques. Des années plus tard, lorsque les instructeurs enseignaient le tir de précision avancé, ils utilisaient l'étude de cas du staff sergent Monica Blake, qui a engagé 23 combattants ennemis à 800 mètres en 45 minutes en utilisant un fusil semi-automatique alors que sa propre position était attaquée. La leçon n'était pas sur les aspects techniques du tir longue distance, bien que ceux-ci fussent impressionnants. La leçon portait sur le fait de faire le choix difficile d'agir quand la sagesse conventionnelle disait d'attendre. Sur le refus d'accepter la défaite quand l'accepter serait plus facile. Sur la compréhension que parfois, une seule personne avec les bonnes compétences et une détermination absolue peut changer l'issue d'une bataille que tout le monde a déjà considérée comme perdue. Et surtout, sur la réalité que l'opérateur le plus dangereux dans le combat pourrait être celui que tout le monde a sous-estimé, jusqu'à ce qu'elle commence à abattre des cibles ennemies à des distances qu'il ne pensait pas possibles, tout en étant sous le feu de multiples directions. Parce que le staff sergent Monica Blake a prouvé quelque chose ce jour-là sur cette ligne de crête afghane. Quand la vie de quelqu'un dépend de vous, l'impossible devient sans importance. Vous trouvez la compétence, vous prenez le tir et vous continuez à tirer jusqu'à ce que la menace soit détruite ou que vous soyez à court de munitions. Et parfois, 20 cartouches sont exactement suffisantes pour tout changer. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à la chaîne Cohésion Interne pour entendre plus d'histoires puissantes de femmes courageuses en uniforme.